J'ai hâte de vous souhaiter la bienvenue au deuxième épisode, dixième épisode de notre série sur les élections présidentielles en Colombie. Nous allons aujourd'hui nous entretenir des résultats électoraux et de ce qu'ils signifient, tant sur les plans politiques que sur celui des politiques publiques. Je tiens tout d'abord à remercier le Stimson Center. Nous diviserons la conversation en deux parties. La première portera sur ce qui s'est passé et pourquoi. La seconde sur ce que cela implique pour la suite en termes de gouvernabilité, d'équilibre des pouvoirs et des politiques à venir. C'est un véritable plaisir d'accueillir aujourd'hui des panélistes de premier plan. Je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue. On commence avec Alvaro Forero Tascon, chroniqueur à l'Espectador, Marcela Meléndez, directrice exécutive du FEDESARROYO, le général Oscar Naranjo, ancien vice-président de la Colombie et ancien directeur général de la police nationale, et Rodrigo Oprimi, ancien magistrat auxiliaire de la Cour constitutionnelle. Bienvenue à toutes et à tous. Et j'ai aussi le plaisir de présenter nos co-modérateurs James Bosworth, chercheur associé du Stimson Center et rédacteur du Latin America Risk Report, et Ken Frankel, président du Conseil canadien des Amériques. Et avec ça, Ken, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Martha, et merci à tout le monde pour être ici avec nous, toutes et tous. Nous allons commencer tout de suite avec une petite question. Et Marcella, je vais vous poser la question avant tout. La question est vraiment facile. Que nous relèvent les résultats et la répartition du vote sur l'état actuel du système politique colombien? Ben voilà, nous continuons à être profondément séparés et fracturés, n'est-ce pas? Nous avons vu cela dans les élections juste hier. Si nous regardons la cartographie électorale, nous sommes presque la même. Je ne pense pas que ça a été une mobilisation du centre pour Abelardo de la Estrella. Je pense que la division et la participation gauche et droite, centre-droite et centre, ce que nous voyons en Colombie, je crois qu'il s'agit d'un vote sans précédent. Et cela fait que dans le prochain gouvernement, il va être important d'avoir ces forces-là de tenir en considération. Je pense que ça va être une période complexe. Le Congrès n'est pas créé et cela signifie quelque chose pour les gros problèmes du pays comme crise immédiate. Nous allons devoir euh, réussir à avoir du consensus, pas seulement un consensus entre les personnes qui gouvernent, mais aussi entre la citoyenneté pour se concentrer sur les problèmes les plus urgents à résoudre du pays et comment les résoudre. Donc, à mon avis, cela est les gros messages des élections de hier. Nous n'avons pas un vrai gagnant. La doute est donc le président Abelardo de la Estrella. Et je pense que maintenant, Abelardo doit comprendre que le défi est avoir un pays qui est fragmenté en deux parties. Je pense qu'avec cela, on peut commencer la conversation. Maintenant, la vision immédiate, nous allons la voir tout de suite. Cependant, nous avons des phénomènes fondamentaux. Avant tout, la grande doute, il y a 4 ans, par rapport à la consolidation de la gauche. En Colombie, la gauche n'avait jamais été compétitive. Et la grande doute est si la gauche arrive au gouvernement, est-ce qu'ils vont s'autodétruire? Et au-delà des doutes par rapport à la gauche, bah, nous avons de la clarté. La gauche a eu les 50% de l'électorat hier. Et pour n'importe quel secteur minoritaire, passer de la marginalisation du gouvernement à la consolidation, ça c'est important.
les votes coïncident aussi par rapport à ce que le président de la République, Petro, a dit. Et la gauche a aussi gagné les élections parlementaires, pas avec majorité, mais avec une force. Et continue à avoir une grande force pour l'avenir, un porte-parole important. En Colombie, nous avons aussi la tradition des présidents très puissants. Uribe, par exemple, qui a eu un impact dans la politique des dernières 20 ans avec une agenda importante. Si le gouvernement continue à attaquer cela en matière de salaire, en matière de droits, bah, cela va faire une différence. Et aussi, nous avons le modus operandi en Colombie qui indique un autre phénomène. Nous avons un système politique populiste géré par des personnes qui bougent la narrative vers les deux pôles extrêmes et la gauche a voulu utiliser le même élément du populisme que l'opposition. Le populisme de droite a gouverné au début du siècle avec Uribe. Et après, il y a eu le gouvernement de Santos et ils ont réussi à est au pouvoir en 2018. Et ça, c'est le point pour comprendre que la Colombie a un système politique populiste qui est vraiment mûr maintenant. Bien sûr, le populisme en Amérique latine, ça est répandu, mais voilà, la Colombie maintenant a un deuxième gouvernement de droite après Uribe et nous sommes un peu parallèles à l'Argentine qui a maintenu des gouvernements de droite. Apparemment, au Pérou aussi, Fujimori va gagner avec la droite. Donc, ces deux éléments expliquent pas mal des choses. Bien sûr, il y a aussi une vague continentale du populisme de droite qui prend plus et plus de pouvoir en Argentine, le Chili, le Pérou, Honduras, El Salvador, la Bolivie aussi. Et la grande question est, qui va s'imposer? La vague des droites, la vague internationale des droits du continent, ou si les centres politiques allaient réussir à filtrer ces forces et s'imposer. Et même si le centre politique a été important parce que ils ont donné à la gauche la possibilité de quasiment gagner à la droite, les votes des différences ne sont pas beaucoup, mais les centres n'ont pas été les facteurs décisifs. Apparemment, cette vague poussée par Donald Trump a la force pour s'imposer au continent. La vague a perdu force parce que Bukele a gagné avec le 17%, autour du 12% au Chili, Milei avec le 11% de différence avec le deuxième candidat en Argentine et en Colombie, la différence est de moins d'1%. Cela est significatif parce que la prochaine élection sera Brésil et la question est est-ce que Brésil va arriver euh, à toucher cet aspect aussi. Merci Alvaro, je passe la parole à Rodrigo maintenant. Je te demande une interprétation parce que apparemment, nous savons que la population maintenant est séparée en 50-50. Cependant, il y avait pas mal de signaux et des preuves que beaucoup de personnes ne voulaient pas prendre la décision qu'ils ont dû prendre hier, donc avoir des options limitées de ces deux pôles. Donc, la question est, est-ce que c'est vraiment 50% chaque côté? Ça, c'est une très bonne question, Ken. Je vais répondre tout de suite. Avant cela, j'aimerais souligner quelque chose par rapport à ces élections-ci.
Et cela a montré les mieux et les pires par rapport aux aspects de la démocratie colombienne. Les faits qu'ils ont été votés ne va pas dire qu'ils vont être acceptés par les forces. Le pacte historique et le pacte historico imposent des résultats. Cepeda a dit qu'ils vont arriver à accepter les résultats. Nous avons eu le pré-comptage hier, qui n'est pas juridiquement officiel, mais qui normalement montre déjà le vrai résultat. Donc, nous savons que il y a entre les précomptes et les dépouillements officiels, il y a quand même de la pression, des groupes armés, de l'argent, de la corruption. Cependant, une fois que le vote a été précompté, dépouillé officiellement, le système fonctionne bien, avec une différence si limitée. Nous sommes là sur l'1% de différence, une différence de 250 000 votes. Donc, je pense que nous allons avoir une alternance de gouvernement de gauche et de droite, et je pense que cela va être institutionnel, de la même forme dans laquelle, il y a 4 ans, la transition a été tranquille après une élection tense, mais la transition a quand même été tranquille depuis la droite vers la gauche. Je crois donc que cela montre une une sorte de stabilité dans le système électoral colombien. Bien sûr, ça a été une élection avec des discours polarisants vraiment durs. Et c'est ça qui me mène vers la question. Quand nous regardons les résultats des élections, quand nous arrivons aux élections présidentielles, les pays se polarisent et c'est polarisé depuis les plébiscites de 2016, comme Marcella a dit. Je suis vraiment d'accord par rapport à cela. Quand nous arrivons à ces moments-là, nous n'avons pas pu réduire une polarisation c'est bien d'avoir une séparation, mais nous parlons ici d'une polarisation vraiment corrosive, de stigmatisation mutuelle. Voilà. Une fois que nous sortons de cette idée, bah, la polarisation si corrosive n'est pas si claire que ça. Si nous regardons les votations du Congrès en mars, les partis qui représentent la gauche et la droite, les clairs gauche et droite, ont eu autour, bah, plus ou moins, je parle par cœur, mais plus ou moins les 25% chaque. Et les 50%, c'est séparé, c'est divisé entre partis qui sont idéologiquement difficiles à classifier. Certains plus de gauche, certains plus de droite, certains du centre, mais quand même difficiles à classifier. Maintenant, quand nous menons des enquêtes et demandons et nous posons des questions aux personnes, aux statistiques, même si la gauche a grandi, si nous sommes sur les 25-30% à gauche et à droite, bah, nous avons encore un gros pourcentage des populations qui se définissent en tant que centre. Quand nous regardons les gros problèmes qui causent la fragmentation du pays, par exemple la communauté LGBT, l'avortement, la gestion économique, la sécurité et la paix, les Colombiens ne sont pas alignés tous et toutes d'une côté ou de l'autre. Donc, quand nous arrivons aux élections présidentielles, c'est ça que cela se passe. Donc, par rapport au régime présidentiel avec 2 tours, bien sûr, cela mène à une polarisation pour le deuxième tour. Et aussi, ça jette un peu de sombre, on va dire, sur le centre. Et c'est ça ce qui s'est passé avec Fajardo en décembre de l'année passée. Sergio Fajardo était la personne avec le plus de popularité. En janvier aussi, il avait réussi à avoir un 12-13%. S'il aurait accepté une consultation de centre, peut-être qu'il aurait eu un momentum et il aurait renforcé le centre. Ce qui s'est passé, en fait, ce qui s'est passé dans les 2 dernières élections et presque dans les derniers
trois élections est un collapse, un effondrement du centre, du parti du centre. Nous n'avons pas de parti robuste du centre. Il y a eu beaucoup de individualisme aussi et j'ai partagé la cartographie électorale avec Marcella, ça c'était clair. Tout change lors des élections présidentielles qui reflètent aussi cette décision polarisée de oui ou non qui a été le plébiscite. Quand nous parlons des votations, des votes partidistes, les discussions publiques, voilà, je pense que la Colombie n'est pas si polarisée que ça si on compare cela par exemple, aux États-Unis. Donc ça, c'était un peu une sorte d'espoir par rapport au fait que cette division, cette fragmentation politique, ça s'exacerbe dans les élections présidentielles. Les forces sociales devraient permettre une meilleure articulation et d'éviter donc une radicalisation d'extrême droite qui serait absolument néfaste pour les pays. Merci beaucoup, Rodrigo. Monsieur le général, Rodrigo vient de mentionner le plébiscite d'il y a 10 ans. Donc, en parlant de l'entourage, si nous, bien sûr, je vais répondre tout de suite. Avant tout, chers collègues, chers panélistes et chers publics et chère audience, bienvenue et merci pour l'invitation. Avant de répondre, je vais faire un petit commentaire. Donc, nous parlons d'un pays fragmenté et il est important peut-être le pays fragmenté se montre dans la cartographie des résultats électoraux. La périphérie est clairement marquée pour les résultats à faveur du candidat Ivan Cepeda et le centre du pays a déposité sa confiance électorale en Abelardo. Qu'est-ce que cela veut dire? À mon avis, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, le cri politique de la périphérie s'est consolidé et ce cri politique est vraiment exigeant avec toute la raison pour casser cette fragmentation des limites territoriaux du pays avec ce qu'on appelle la Colombie profonde. Dans ce sens, les résultats du gouvernement de Gustavo Petro est que ces secteurs de la population et de cette Colombie périphérique rurale profonde qui a été victime pas seulement du conflit armé, mais aussi de l'abandonnement, de l'abandon des entités politiques. Et donc, politiquement, cette partie du pays se sent représentée plutôt par la gauche organique. Et c'est là, on le met en lien avec l'effort et les processus de négociation avec les FARC et les groupes armés. Et bien sûr, on voit exactement dans ces scénarios la fracture de la Colombie marginalisée, oubliée, victime du conflit, d'un processus vraiment long qui est arrivé à un accord où une feuille de route a été créée pour supérer tout cela. Donc, la question concrète est, et cela est lamentable et minable, maintenant, après 10 ans, après un plébiscite de 10 ans, après des leaderships politiques à considérer afin de avancer dans la construction d'un besoin colombien qui est supérer la violence, les états des violences, pour que cette violence soit les plus éloignée possible. Donc, l'entourage auquel nous faisons face maintenant et nous allons faire face dans l'avenir, j'espère que je suis erronée, j'espère avoir tort, j'espère que le président élu dans le dépouillement officiel puisse rectifier son positionnement par rapport à la Pax Romana, ce qui veut dire que dans le gouvernement, la Pax Romana va faire valoir l'échec et l'ordre en Colombie. Donc, la perspective du Pax Romain, du Pax Romana pourrait être la cerise sur les gâteaux d'un pays déjà
divisés qui devraient être unifiés dans un point commun par rapport à l'accord commun et national pour la séparation des violences, la transformation des territoires et la construction de la paix. Merci beaucoup, Monsieur le Général. Donc, nous avons parlé beaucoup de la conversation entre la gauche et la droite. Cependant, il existe un centre en Colombie entre l'électorat qui se considère en tant que centre politique. Qu'est-ce qui s'est passé hier avec le centre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et encore plus important dans l'avenir, dans les mois à venir, est-ce que le centre va travailler avec Abelardo? Et comment est-ce que Abelardo va marcher, va fonctionner avec avec le centre? Est-ce qu'il va maintenir une conversation avec le centre ou pas? Ben, je pense que le vote en blanc a été vraiment important hier, au-delà du fait que, le numéro, le chiffre de vote en blanc est quand même, les votes blancs sont limités, mais le montant total est 2%. Quelle est la différence entre les deux candidats? Le centre est là et je pense qu'il y a une partie du centre qui a déjà fait ses bilans. Ils ont pensé que le moins pire des deux directions était les votes blancs, mais la tentative était là. Je pense que la peur nous a gouverné vraiment beaucoup le scénario de ce qui pourrait se passer si les deux candidats gagnent. J'étais en train de parler avec ma famille les fins de semaine et de comment la tête nous joue un peu des jeux en contre parce que parfois, on se demande tout de suite, est-ce que la personne qu'on va voter va effectivement maintenir ses promesses ou pas? Donc, le centre a dû décider un ou l'autre côté en contre de ses propres volontés. Et je pense qu'ils ont voté depuis la peur. Maintenant, qu'est-ce que je pense par rapport à comment Abelardo de la Espriella va gouverner? Bah, je pense que José Manuel, le vice-président, fait un appel à la technocratie, un appel, un geste qui dit, ici, nous allons devoir gouverner, qui profondément s'est dédié à comprendre certaines thématiques. Et je pense que dans cette idée, on va impliquer certaines personnes de centre. On va voir comment le gouvernement, le Congrès va être créé et quelle force les présidents vont montrer. Nous avons vu aussi avec Vargas, les présidents n'ont pas été vraiment puissants tout le temps à l'intérieur du gouvernement. Oscar Naranjo, par exemple, était dans une situation différente avec un alignement des forces. C'est une situation différente. Donc, je pense que les gros échecs et les centres, comme Rodrigo vient de le dire, qui n'a pu se localiser, mais je pense qu'aussi, comme le général Oscar Naranjo a dit, et je signe tout ce qu'il a dit, je pense qu'il s'agit d'un centre qui n'a pas pu se connecter avec ces réalités, qui a demandé en criant une voix qui représente les besoins que le pays a, les besoins d'un pays plus égalitaire et plus juste. Il faut donc retourner, se connecter à ces personnes invisibles qui historiquement ont été invisibilisées. Merci beaucoup. Et même question pour Alvaro par rapport à comprendre ce qui va se passer avec le centre et aussi comprendre la décision d'Abelardo en commençant avec la gauche, président Petro, le centre. Comment allons-nous définir, comment est-ce qu'Abelardo va définir l'évolution de ces élections? Je pense que le centre doit vraiment réussir à obtenir un bon résultat dans ce scénario politique. Le cas de Gustavo Petro, ce n'est pas juste un fait plus, c'était l'arrivée de la gauche au pouvoir. Petro n'a pas su trouver un accord national parce que l'opposition l'a attaqué
fortement, a bloqué possible avancement des réformes sociales. Certaines ont pu gagner, mais avec beaucoup de difficultés. La polarisation a été si grande que Gustavo Petro a compris que sa sortie allait être la radicalisation. Et il a essayé de faire tourner l'élection autour de la question des classes sociales. Il a pu faire ça. En Colombie, cela est étrange parce qu'au début du siècle passé, le système politique a gagné la peur par rapport à cette thématique. Et il a parlé de cet élément, il a mentionné cet élément dans un pays avec des grosses inégalités. Donc, il a été relativement facile que cette pensée avancée. Petro a utilisé cet élément en essayant de pousser la droite à son pôle extrême. Mais en même temps, nous avons Álvaro Uribe à la tête de la droite extrême. Il a terminé par imposer ses propres candidats dans toute élection. Dans certaines, il a même gagné, il a pu retourner au pouvoir. Et le centre-droite a bougé vers un peu la gauche. Je crois donc qu'Álvaro Uribe a compris de cela, que ce qui allait se passer était le même des élections passées. Donc, la droite institutionnaliste et populiste, et ils ont perdu dans les premiers tours la fois passée. La conscience était la vague de droite en Amérique latine et que de l'Espriella, il semble exactement dessiné sur le modèle de Bukele et il sait qu'il allait avoir tout le soutien de Donald Trump. Donc, les deux partis, les deux côtés, avec les partis plus grands, ont décidé de s'extrémiser, de se polariser. Ils avaient raison en termes pratiques et ils ont pu cacher les centres. La droite de plus a pu utiliser une bonne stratégie qui a été essayer d'absorber les centres avec une candidate de droite, mais qui a choisi un ticket présidentiel du centre pour sa vice-présidence, qui a été Paloma Valencia, et ils ont volé beaucoup de votes du centre. Donc, dans cette circonstance, ça a été assez difficile. Les consultations entre partis, les primaires entre partis n'allaient pas jouer les mêmes rôles des élections antérieures parce que, bien sûr, dans les primaires des centres, le rébisme allait entrer et allait gagner. Donc, le scénario a été difficile et pour Sergio Fajardo, il n'allait pas se transformer dans ces primaires. Et une seule primaire dans un moment dans lequel l'électorat était déjà polarisé, je pense pas que cela allait marcher. Donc, les centres n'a pas eu un parti fort, n'a pas eu un leader historique, mais les centres souffrent depuis plusieurs élections. Les centres en premier tour, normalement, est faible. Et dans ce scénario, il allait avoir une tâche vraiment difficile, pas juste en Colombie, mais aussi au Chili, au Pérou, dans plusieurs pays, les pôles extrêmes sont en train de gagner de plus en plus de votes et les centres qui n'ont pas une représentation historique si grande tombent dans n'importe quel parti les plus fort dans ces moments. Le centre, pendant plusieurs années, a été le résultat des deux partis libéral et modérés. Et ça aussi a enlevé historiquement la valeur du centre. James, est-ce que je peux interrompre? Oui.
Moi, j'ai une vision assez différente par rapport au rôle d'Alvaro Uribe. Moi, je pense que lui, il est vraiment un- un- une personne, la personne qui a le plus perdu, je dirais, parce que sa candidate a perdu par le Valencia, mais je pense que euh, Uribe a été remplacé par ces petits groupes qui arrivent comme outsiders, qui est Abelardo de la Espriella. Je ne sais pas ce que les autres pensent, mais je pense que Uribe s'est pratiquement caché et il s'est enlevé depuis la droite. Oui, quand Duque a gagné, apparemment tout le monde a pensé qu'il y avait une association avec l'Uribe, l'Uribisme et Duque. On va voir, il est possible, effectivement, parce que de l'Espriella a des aspirations à remplacer dans sa dynamique populiste à Uribe. On va voir s'ils vont réussir à faire cela, mais je pense quand même que Alvaro Uribe, comme les deux autres candidats, a beaucoup de confiance. Oui, merci. Et pour parler de cela, Rodrigo, Eh, dites-nous. no, yo comparto lo que dijo Marcela de Álvaro Uribe no es Je triunfador en estas partage ce elecciones, que Marcela a dit. Je pense comparto que Uribe est que es sorti diferente con el caso de perdant Duque, de ces élections, qui est que quelque era chose de el très candidato différent par rapport à Duque, qui était les de la candidats Espriella, d'Uribe. de la Donc, Espriella ni siquiera mencionó a Uribe. ici, de l'Espriella n'a même pas mentionné Uribe dans son Y yo discours creo que de estamos enfrentando victoire. un Mais je cambio pense quand muy même que duro nous por la sommes face derecha à un nouveau leader de la droite. Colombia no conocía, que es un líder de la derecha más semejante a Milei, a Bukele Donc, nous sommes y a maintenant sur Duque. la ligne de Bukele, Milei et de Esos nombres l'Équatorien. que uno como Ces que noms-là que j'arrive jamais uno prefiere à no acordarse. mémoriser, ou Pero, peut-être c'est mieux de ne pas les mémoriser. Je ne veux pas les mémoriser. pero yo tengo una lectura C'est muy fraude, hein, diferente de la de Álvaro dit en el Ken. rol del En tout centro. cas, Yo Alvaro, sí sur les creo rôles des centres, Sergio Fajardo tuvo una responsabilidad histórica tremenda y cometió Sergio errores Fajardo, je pense qu'il a eu une como para responsabilité caer en ese historique caudillismo, incroyable pour son sin arrogance un extremismo de centro, et sans être simplemente un rechazar chef los charismatique centros, autoritaire. rechazar los Donc, le extremos centre est de rejeter les centres, et ça, c'est le centre plantear la posibilidad de pur. concertar con otros de centro Et y aussi, una c'est posibilidad real. proposer O sea, la possibilité de antes de que se parler à un consolidara autre la centre posición comme une de un possibilité réelle centro de avant derecha d'arriver aux que primaires, era de centro derecha, si les Sergio primaires de Fajardo ya centre en una droite. consulta en Si diciembre Fajardo del año appelle pasado à une tenía primaire en más de un décembre, quand il 50% avait de apoyo 12 à en las 15% de encuestas, soutien dans se les considerara una enquêtes, consulta de s'il centro. arrivait à Esa es una demander une posibilidad primaire que en ese momento se des hubiera centres, je activado pense que varios Claudia centros que Lopez estaban en la aurait consulta entré là. Plusieurs personnes con qui Paloma sont entrées Valencia. dans le ticket Y avec no lo hizo. Paloma Valencia. No lo hizo Mais lui, porque il n'a pas sabía que fait podía cela. ganar Il solo ne l'a pas fait parce y qu'il que pensait qu'il también de allait todas pouvoir maneras había arriver tout demostrado la seul. Même en posición janvier, del quand centro derecha, que era de derecha. Hay un artículo muy bueno de Mauricio Cabrera que les escribió en la centres revista El droites, Cambio qui Después, étaient la droite, il y hablando de avait las encuestas. un Dice article de Mauricio Mauricio que en realidad Cabrera qui lo que a hizo parlé des Coronavirus des fue una calculs sur les centro fuerza services et il a Claudia dit que López, Fajardo, ceux qui allaient Militar, se présenter Murillo, comme le centre, Cabrera, Claudia Lopez, ya los Fajardo, otros que Murillo, tenían también parce que centros les de centro autres se habían ido en la consulta qui con Paloma pourraient, Valencia. Pero si qui uno se pourraient mete a avoir estudiar été du eso, centre étaient eran partis una avec Paloma posición Valencia, mais dans ces cas-là, total a la il y del avait aussi centro un y pourcentage con égalitaire Abelardo de la Espriella. des premières avec le centre et Abelardo de la Y Espriella. hay unas Donc, condiciones reales s'il y avait des para hacerlo. conditions réelles Yo sí creo pour que le no se puede faire. Donc, je plantear pense que simplemente una il ne dinámica s'agit pas juste d'une centro-derecha, una dynamique dans posición laquelle le peuple a que sí été existe, poussé sino un à centro que no tuvo l'extrême, chance de la historia mais por lo plutôt que le centre se le conozca, qui n'a pas pu reconnaître, je suis d'accord avec no Marcella et sé, avec un centro que no haga Oscar, reformas un centre qui sociales n'a pas dentro pu de su propio reconnaître centro, qu'il manquait de réformes sociales. que simplemente Un diga, centre sans réforme desde sociale nuestra n'est pas un extremo, centre. no, Un centre qui dit, ah oui, Petro est siento que puede extrême, decir ça, ce n'est el pas centro assez. Ils está n'ont en el pas pu centro, prendre ces discours, clamando por las ces reformas, besoins mientras que expliqués los par les centros régions et par la reclaman plupart reformas de para la superar population las colombienne, desigualdades sociales le besoin de profundas réformes de pour los años 60 y supérer les 70. inégalités les plus profondes, Y mais ahí en sí même hubiera podido temps, hacer nous avons besoin de reformas sécurité aussi. Il aurait más pu fuertes construire un y así discours du centre ganar las vraiment elecciones. fort Luego et ya il y aurait eu toda des la dinámica voteurs, cambia, des porque votants, il y sí, aurait eu un électorat pour yo en la ça. primera voté por Mais Claudia López
ils se sont arrêtés sur une polarisation. Moi, j'ai voté Claudia Lopez dans le premier tour parce que je pense qu'il y avait trop de fragmentation dans le gouvernement avec Petro. Mais elle, avec, moi, je pense qu'une des responsabilités historiques de Sergio Fajardo était d'assumer la possibilité de construire un centre qui aurait pu lidérer. En privé, plusieurs lui ont demandé de faire cela et ses réponses n'étaient pas au top. Je pense que la possibilité était là, les dynamiques étaient là et les dynamiques électorales partent de plus en plus vers la polarisation. Il faut étudier cela, mais ce n'est pas une fatalité non plus. Cela a à voir avec les leaderships, avec les systèmes électoraux, avec les formes de gouvernement. Je pense que les élections présidentielles avec un deuxième tour tendent à partir vers la polarisation. Ça, c'est inévitable parce que, bien sûr, leur deuxième tour, il n'y a que des deux candidats. Donc, il faut choisir un ou l'autre. Cependant, un dessin institutionnel différent aurait pu se passer avec plus de clarté. Je pense que Fajardo n'a pas reconnu les changements, sociaux en Colombie qui devaient être localisés au centre de la question. Je pense que le centre aurait pu arriver à un multilatéralisme. Depuis décembre ou janvier, en mars, c'était trop tard. Mais je pense qu'à ces moments-là, s'ils auraient arrivé à une primaire, les scénarios électoraux auraient pu être vraiment différents. Merci beaucoup, Rodrigo. Ce que je veux maintenant faire est parler un peu plus par rapport aux thématiques les plus au centre. La sécurité a été quelque chose de vraiment important. Est-ce qu'on peut parler un peu, Monsieur le Général Naranjo, par rapport à l'analyse, par rapport à où on trouve une consolidation de la situation de la sécurité en Colombie? Où est-ce que nous sommes avec la sécurité? Quels sont les plans? Euh, quel- Qu'est-ce que Abelardo veut faire pour résoudre la question, la grosse question de la sécurité? Oui, je veux commencer en disant que il est absolument paradoxique qu'une campagne comme celle que nous avons vécue, qui ont priorisé la violence et la sécurité, a terminé par laisser gagner un candidat tellement simpliste et réductionniste et inapplicable comme Abelardo. Donc, c'est surprenant, même si la campagne a reconnu que la sécurité était prioritaire dans l'agenda de la population, sa proposition en général n'a pas été juste pauvre et déficitaire, mais comme je dis plusieurs fois, cela est inapplicable. Donc, dans les cas du candidat gagnant Abelardo de la Espriella, cette proposition de sécurité se base en 4, 5 éléments clés que lui, il appelle les axes centraux. Un plan de choc, il a promis que dans les premiers 90 jours, il va avoir tous les contrôles territoriaux. Quel défi! Franchement, penser on va récupérer la territorialité sans reconnaître qu'il n'est pas assez de pousser les militaires sur le territoire, mais que nous sommes face à un taux croissant de gouvernance criminelle, donc la situation de les structures des crimes organisés dans le contrôle du territoire entre armes et comportements ciudadins, ben, tout cela pousse l'autorité et l'intimidation, la corruption, l'économie criminelle. Et pour compléter cela, ils sont déjà en train d'investir avec ces résultats illégaux des territoires. Bien sûr, l'inventaire des dernières années montre qu'il y a eu 76 inaugurations de ces groupes, des centres de santé, des écoles, des rues. Ils ont pu réussir à obtenir l'applaudissement, le succès de ces populations. C'est impossible qu'Abelardo va réussir à faire tout cela dans les 90 jours comme il a mentionné. De plus,
ce qui correspond à ce que nous pourrions appeler la demande de sécurité nationale. Cela se reflète dans les citoyens qui ont plus en plus peur de l'extorsion, du blackmail, de menaces qui changent sur les niveaux de pouvoir économique. Et cela est un chantage, une menace qui touche les vendeurs sur la rue, l'agriculteur dans le champ et l'entrepreneur. Donc, la proposition de cette campagne est d'utiliser un bloc de recherche pour terminer la criminalisation. Et franchement, je dois le dire, les dessins du bloc de recherche, quand il fallait aller vers un objectif des grosses valeurs comme Pablo Escobar, ben une structure pareille à un bloc de recherche pour lutter contre l'extorsion, ben nous savons déjà quel type de résultats cela va avoir, quels résultats particuliers comme des victoires rapides. Un gouvernement qui a proposé quelque chose que, à mon avis, est vraiment simpliste et populiste en termes de sécurité. De l'autre côté, il parle d'un objectif que, à mon avis, il n'a pas vraiment de significat. Donc, en 90 jours, la victoire contre tout type de criminalisation. Actuellement, la Colombie a une centaine de objectifs de grosses valeurs et à ces moments-là, les gouvernements qui a tellement de fractures par rapport au contrôle territorial, il reproduit plus de 10 objectifs de valeur par mois. Bien sûr, nous ne sommes pas en train d'appeler objectif des grosses valeurs quelque chose que nous ne connaissons pas. Et bien sûr, les modèles du gouvernement qui fascine et enthousiasme plusieurs leaders de la région. Et on parle du modèle Bukele qui s'est traduit dans une conception de la sécurité, de arrestation, donc d'emprisonnement, un emprisonnement qui pousse à la création de super prisons. Et nous ne savons pas, encore pas au jour d'aujourd'hui, c'est qu'une super prison veut dire. Nous ne le savons pas. 5 000, 10 000, 1000 personnes, on ne le sait pas. Et pour produire et remplir ces super prisons, on commence à arrêter tout type de personnes qui poussent à l'insécurité. Avec quels critères? On ne le sait pas. Donc, une campagne qui s'est mobilisée sur une logique, et pardonnez-moi l'expression, surréaliste, basée sur les mouvements des émotions, basée sur un choc médiatique. Maintenant qu'ils ont déjà reçu des faveurs de la population colombienne, on espère que on va commencer à appliquer une dose de réalisme et que ce réalisme soit accompagné par des personnes proches de cette campagne, de la campagne du nouveau gouvernement et des experts de la matière en sécurité, où on espère qu'aucune main dure apparaît. Et de l'autre côté, j'anticipe, le gouvernement a reçu du gouvernement précédent une structure dans laquelle les niveaux territoriaux sont valorisés par les communautés. Je vous explique. 100 personnes étaient avec des armes et qui sont entrées dans un territoire spécifique sans uniforme en attendant l'avancement d'un processus de liberté totale. Quand nous parlons avec les leaders de cette région, ils voient que cela est un effort qui pousse à réduire la violence et à soulager les violences de ces groupes spécifiques dans le sud de la Colombie. Je mentionne ces cas-là pourquoi? Pour souligner que les communautés enregistrent quelque chose dans les territoires. Bien sûr, certaines communautés sont limitées, abandonnées, isolées, mais il y a aussi des données subjectives, des réductions d'homicides que depuis des décennies, ces communautés n'avaient pas eu.
Donc, résultat, des accords de pas total. Et en plus, sécurité politique et sécurité par rapport à la drogue, ça va être aussi un défi que le nouvel gouvernement va devoir faire face. James, oui, j'ai effectivement une question pour vous, Marcella. Cet agenda de sécurité est complexe et est cher aussi, construire des super prisons. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses par rapport à la sécurité, mais aussi l'autre grosse promesse de l'Espriya est d'avoir une agenda comme Milei. Il ne peut pas avoir les deux. Il ne peut pas avoir la matière de sécurité et le modèle économique de Milei qui va augmenter l'économie et augmenter les entrées, les salaires, les systèmes économiques colombiens. Comment est-ce que Abelardo va, va résoudre? Bah, je vais ajouter quelque chose avant tout à ce que le général a dit. Je pense qu'avant tout, il faut comprendre le thème de la sécurité comme un problème de développement. Et je veux parler que ce développement s'est construit dans un groupe et nous avons une alliance avec les personnes du laboratoire de géopolitique criminelle. Nous allons parler des résultats et aussi nous allons avoir une voix publique par rapport à cette thématique. Et j'ai réfléchi par rapport au fait qu'il s'agit d'une problématique si difficile avec beaucoup de dimensions qui ne peut pas être simplifiée. Nous ne pouvons pas prioriser les marchés, les territoires sans comprendre que la politique de sécurité doit être pensée dans ces trois éléments de justice, de police et de défense et l'idée de le système pénitentiaire aussi. Donc, tout cela doit être une des jambes d'une politique de sécurité qui touche aussi l'arrivée de l'État dans les réformes sociales. Donc, il faut comprendre que nous ne sommes plus dans un moment dans lequel on choisit A ou B, une solution militaire ou la prévention et politique sociale. Nous avons des problèmes dans les deux fronts, nous avons des restrictions budgétaires et nous allons devoir prioriser. Et dans cette priorisation, il faut comprendre que nous sommes face à un phénomène qui n'est pas un phénomène colombien, il est un phénomène transnational, transfrontalier. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir lutter contre cela. Il faut apprendre à vivre en réduisant au maximum les dégâts. Donc, les recrutements, la victimisation des mineurs, l'extorsion, la corruption, tout cela nous montre que la complexité est majeure, beaucoup plus et beaucoup au-delà des discours des candidats, surtout par rapport aux super prisons. Moi, c'est vraiment minable. On ne sait même pas ce qu'ils sont en train de faire avec Bukele. Je pense qu'un des gros défis est que les prisons doivent être un espace très formateur et pas le contraire. Donc, je pense que le défi est là, il est évident. Maintenant, cela dit, quand nous pensons à l'argent et tous ces fronts, les réformes budgétaires, nous avons des gros problèmes économiques, effectivement. Nous savons, et c'est important que les gouvernements sachent qu'il faut ajuster, qu'il faut réduire. Ça, c'est un signal qu'on envoie au marché international. Si la dette monte, nous devons penser aux ressources chères. Nous devons penser à nouveau que la maison, donc la Colombie, doit avoir les ressources pour tirer l'argent du marché. Les dépenses en Colombie ne sont pas flexibles. Nous ne pouvons pas couper encore plus. Nous devons convivre, cohabiter avec une inflexibilité du budget. Nous devons penser aux besoins publics, aux besoins du secteur de la santé publique, des besoins structurels. Ça va être un enjeu, comprendre comment balancer et faire un bilan des compétences territoriales si cela avance, parce que nous devons comprendre que dans ces contextes, les restrictions budgétaires et faire genre que tout dollar est un pouvoir.
le nouveau cadre légal, si est-ce on revient vers là, est la manière dont la forme on distribue les ressources au territoire afin de payer ce que en santé, éducation, eau potable, etc., chaque territoire nécessite. Ça, c'est un exemple. Donc, je pense que l'enjeu, les gros enjeux est comment générer des ressources. Et ça, c'est une question, une fois de plus, rien de magique peut se passer au court terme et nous devons à nouveau mettre l'économie à grandir. Quels sont les cadres régulatoires plus propices pour générer des emplois et comment nous allons comprendre à repenser la transition vers une économie propre avec plus d'égalité. La Colombie peut avoir de la fiscalité à travers des carburants fossiles et je pense que nous ne sommes pas en train de comprendre que nous ne pouvons pas ne pas utiliser cela. Abelardo prend beaucoup de choses avec ses gouvernements. La vision justifiée est voir comment le président Petro a pensé, a été erroné. Je pense que la Colombie n'est pas préparée à investir les 100% dans ces pas parce que nous avons besoin des ressources. Donc, nous avons besoin d'ajuster les budgets. Je pense que le gouvernement le sait. Je crois qu'il s'agit d'une décision vraiment complexe parce que nous ne savons pas d'où tirer les budgets, les coûts. Et je pense qu'en même temps, nous sommes en train d'utiliser tout le temps l'idée que, en termes d'ajustement, l'économie va souffrir. Je pense qu'il y a un une lumière au fond du tunnel. Donc, les marchés internationaux va se comporter de formes différentes. Et je pense que cela va permettre l'investissement de revenir vers la Colombie et les Colombiens qui ont envoyé leurs agents dehors pourraient le ramener en Colombie. Ce n'est pas si facile que ça et nous allons voir ce qui va se passer avec le nouveau ministre de d'impôts, d'économie, de logement. On va voir comment construire ces momentum dans un moment si difficile au pays. Merci beaucoup. Alvaro, je vous passe la parole. Le plan, quel est le plan donc? Par rapport à l'administration, qu'est-ce que Abelardo va faire dans les premiers 90 jours de la présidence et comment il va passer le reste des 4 ans à venir? Je crois que la campagne a été pas vraiment précise en termes de politique publique. Comme Monsieur le général Naranjo a dit, les candidats de l'ordre de la force a parlé d'objectifs qui ne sont pas vraiment crédibles. Il a il a sursimplifié la réalité. En Colombie, les conflits armés sont à chaque fois plus complexes et il faut avoir beaucoup de clarté par rapport aux manières de faire face à cela. Dans sa guerre de campement, de groupes armés, cela s'est réduit. À chaque fois plus, cette criminalité est interliée avec la société civile. Donc, nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas non plus qui vont être les personnes à nommer. Nous ne savons pas qui va défendre qui. Il y a donc un grand manque de clarté. Apparemment, la situation va changer aussi par rapport au lien avec les Venezuela, ce qu'ils ont dit il y a un petit temps, mais on n'a pas vu cela se passer non plus. Donc, oh, apparemment, Alvaro s'est congelé. Je pense que nous avons Marcela se perdu activó. Monsieur Tascone.
Voilà, en parlant juste de l'incertitude, ben justement, je vais profiter pour dire une petite chose. La Colombie doit arrêter de parler de conflits armés. Il doit parler plutôt de Ah, sigue Álvaro y luego vamos a hablar con María un Alvaro. poco Oui, sobre la après, on va passer la parole à sobre la Rodrigo pour la stabilité sigue, por favor. légale et les cadres Ok, entonces, en institutionnels. tema de Oui, seguridad, pues hay mucha donc au niveau de incertidumbre sécurité, il y a beaucoup y no se ha dado d'incertitudes una solución clara sobre, parce que nous n'avons ni siquiera sobre pas las pu elecciones que están por clôturer venir. l'idée du pays par rapport à comment avancer en termes de sécurité non plus. Donc, Marcela en dijo termes économiques, Marcela ser a economista, dijo expliqué claramente clairement que no hay soluciones fáciles, la que hay situation. Il n'a pas de mucha solution facile. manipulación Il y a beaucoup de manipulation du de ambas partes, tanto diagnostic el gobierno des deux bloquea côtés. Le la gouvernement financiación, fait la que victime bloquea la financiación del Estado dans con una dans un oposición positionnement qui bloque les financements de reduciendo l'État a muchas verdades a medias, lo que en réduisant la causa problemas en lo vérité social, à quelque chose de trop simple, así como los problemas de la sans considérer les crisis problématiques financiera structurelles, le estructural système de de Colombia, santé. de financiación pública en Colombia también tiene Et les muchos problèmes est problemas. toujours les La financements crisis publics en Colombie avec política des ha sido reformas hauts niveaux. La tributarias, situation a esta été, la solution a été administración des tuvo réformes muchos tributaires qui ont altibajos été por el tiempo que coupées dirigió los dans gobiernos. la dernière El gobierno Santos administration. tuvo cuatro, el gobierno Le gouvernement Duque tuvo Santos a tres, eu este es el 4 réformes cuarto, tributaires, l'autre en a eu 3, et s'il n'y avait qu'une dans le dernier gouvernement qui a été el coupée, déficit et le résultat est une accumulation de déficits budgétaires, de complejo para dettes el próximo gobierno, qui représentera un gros problème pour le gouvernement à el venir, ajuste fiscal, del ajuste del gasto. surtout par rapport à l'ajustement fiscal du El gaz. presidente populista le apuesta sobre Surtout todo a la seguridad. les présidents populistes Su fuerza no está basada en los partidos, voient sa force pas sino en basée el dans le apoyo de la parti, gente. mais plutôt dans le Y en soutien Colombia de la hay population. Et en soluciones que Colombie, no Petro, ce qu'il a son fait, temas de políticas a sociales muy vinculadas al gasto público allié la question des réformes sociales y no va a ser au fácil budget public. Ça ne va pas être facile de por políticas couper tout cela. sociales. Les coûts politiques vont être vraiment, vraiment Entonces, hauts. pues vamos a ver cómo resuelve Donc, on este va voir gobierno comment ils vont résoudre poner cette thématique. Le gouvernement, par exemple, dijo pues de una manera muy superficial que de d'une pronto forme très reducir los superficielle, salarios altos l'augmentation des de salaires, los empresarios a nivel de impuestos, pero pues qué tanto se puede reducir en semejante crisis les entrepreneurs au niveau des crises, comment est-ce qu'on peut résoudre cela? cuánto de esos Renforcer, par empresarios exemple, l'investissement, bien de sûr, mais capitales mayores que se fueron del país van a volver a pasar combien, quel pourcentage des los 30 capital qui est sorti du pays va revenir en hace arrière que reduzcan. pour payer 30% des impôts quand ils peuvent payer Entonces beaucoup el moins problema ailleurs? Donc, es le que problème principal que el je gobierno détecte ici est colombiano que tiene que empezar le nouveau gouvernement a va mostrar devoir la realidad commencer y la à verdad es muy difícil, montrer muy transparence par rapport à la realmente réalité. Cela va être difficile à niveau économique, à niveau de las sécurité. herramientas de solución a nivel de salud Nous pues comptons están avec des muy outils, des escasas. solutions à niveau de santé qui sont vraiment, vraiment rares et pas trop efficaces. Estamos J'espère que cela trabajando en acuerdos en el Congreso, va aider. J'espère qu'ils ne vont pas intentamos essayer unir de trouver des accords au intereses de Congrès políticas públicas no tan pour parler d'un questionnement des politiques extremistas publiques qui ne soit pas si extrémiste, si simpliste como se ha hecho en comme Argentina o en El Salvador, l'Argentine l'a estamos fait tratando de ou le negociarlo Salvador l'a fait, parce que y esperamos que les voies de sortie ne sont pas faciles. Nous avons toca vu trabajar que Abelardo va devoir travailler con la avec oposición al gobierno les para groupes hacer de l'opposition du soluciones gouvernement. fáciles, no hay. Y por ejemplo a nivel On fiscal, espère de las réussir à trouver des solutions. Même au niveau creciendo fiscal, les muy problèmes grandes a nivel de la salud está creciendo a nivel s'empirent, surtout dans les dans les grosses que villes, le système de vamos a ver. santé. Donc, Ojalá, on va esperemos voir. es On que espère, este l'espoir est gobernador que, que ella electo comme ponga président élu de rigor l'Espriat, a las políticas públicas, que n'est no pas un gros se connaisseur des exceda como politiques lo hizo el publiques, candidato a vicepresidente avec ses messages du candidat de la y hay la esperanza de vice-présidence, que en su nombre l'espoir tengamos est la que confianza que le ayude.
au moins un technocrate va être là pour aider les présidents élus. Merci beaucoup, Alvaro. Merci beaucoup. Rodrigo, je te passe la parole. Nous voulons passer à un deuxième point important de la campagne. Donc, on parle de l'institutionnalité du pays. Donc, la peur de la candidature de Vilán Cepeda, la menace, si on, soi-disant, la menace, soi-disant, des dépenses. Vous avez beaucoup écrit par rapport à une comparaison des risques entre les deux candidats. Nous savons déjà qui a gagné. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler un petit peu de votre vision par rapport à la menace ou comment est-ce que ils vont pouvoir développer la question de l'institutionnalité avec le nouveau président? Comment est-ce que le système juridique va fonctionner dans ces contextes de Sí, yo creo que contrepoids? esta discusión fue un poco rara en el Oui, país. je Se crois que colocó cela a été assez a étrange Cepeda como au sein du el pays parce que CEPEDA a été représenté radical, comme les risques pour le système constitutionnel et Abelardo de la Espriella comme les défenseurs. Je pense que c'est bientôt le contraire total. Le problème est que euh, le président Petro, avec la proposition de la juridiction qui allait fonctionner, tout le monde a pensé que cela était déjà en vigueur. Il y a eu toute une série de signatures pour l'accord constitutionnel de l'électorat, mais tout cela a généré un fantôme. Et le fantôme que Ivan Cepeda allait éliminer les institutions. Et bien sûr, ce n'était pas le cas. Donc, tout cela a été abordé dans l'idée que l'Espriella était les patriotes constitutionnels qui n'allaient pas toucher à la Constitution. Mais nous, quand nous regardons les propositions de l'Espriella, plusieurs d'entre ces propositions ne demandent pas seulement une réforme constitutionnelle, mais aussi une assemblée constituante. Donc, le fait que cela se passe effectivement, on peut l'analyser, mais je peux mentionner certaines. Nous allons sortir des systèmes des États-Unis, de l'ONU, nous allons sortir de cette institutionnalité. Et cela casse avec le système de confiance et le multilatéralisme de la Colombie. Cela ne requiert pas juste une assemblée constitutionnelle, mais aussi un changement substantiel. Quand nous enlevons un pilar de la Constitution, cela requiert aussi une assemblée constituante. Donc, la même chose se passe quand nous parlons du fait que nous voulons établir la prison perpétuelle pour ceux qui violent des mineurs. Bien sûr, tout le monde est d'accord par rapport au fait que c'est un problème qui doit être prévenu et sanctionné, bien sûr, pas juste la prison éternelle, mais nous écrivons en montrant que ce populisme n'a pas d'efficacité. Donc, cela, une fois de plus, remplace un pilar constitutionnel. Et donc, la réforme constitutionnelle a déjà fait tomber cela parce qu'ils avaient besoin d'une assemblée constituante aussi. Donc, l'idée, la patriote constitutionnelle est bizarre, mais c'est là l'âge des réformes contre la Constitution aussi. En plus, Abelardo a dit il va réduire l'État, il n'a pas dit comment, mais d'un 40%. Mais après, il revient sur ses pas. Mais voilà, ça veut dire que si on arrête l'arrêt, ça veut dire arrêter une institution constitutionnelle et la conséquence de l'accord n'est pas à la Constitution. Donc, si on arrête avec ce système, ça veut dire que l'armée va être lancée à nouveau dans les territoires. Et cette situation est vraiment difficile parce que si nous ne voulons plus aller de l'avant avec les procès contre ces personnes, comment est-ce que nous allons maintenir l'accord de paix? Qu'est-ce que nous allons faire avec eux? Et ça aussi requiert une réforme drastique constitutionnelle. Je peux faire une liste vraiment longue des réformes dans lesquelles il a parlé. OK, les méga prisons,
on va construire les prisons, mais les méga-prisons sont, comme Général Naranjo et Marcela ont dit, sont pour copier les modèles Bukele. Et ils ont dit que les modèles Bukele a des exceptions. Et donc, il a annoncé qu'il va décréter l'état des dangers. Dans ces cas, ce n'est jamais concret, parce qu'il est un grand showman, mais comme Alvaro Forero, quand il passe les politiques publiques, cela ne se concrétise pas. Il y a une quantité de choses vraiment risquées à niveau institutionnel et constitutionnel, au-delà de sa, sa- son positionnement et son attitude. Ah oui, on arrête la gauche, ça c'est une métaphore, je suis de la côte et tout cela. Et il y a eu un génocide politique de la gauche. Bah, tout cela est inacceptable. La forme dans laquelle il est allé derrière la presse, il a attaqué la presse. À chaque journaliste, ils envoyaient des dénonces pénales et il a fait cela comme candidat cela déjà. Donc, il a commencé même à menacer certains journalistes qu'il allait les mener à procès. Donc, il a même parlé du fait que les États-Unis puissent prendre des personnes parce que ils ont, euh, ils peuvent inclure et impliquer l'investissement et l'implication des États-Unis. En soi, ce qu'on dit ici est qu'il y a plusieurs choses à souligner. Et en fait, lui, il s'est converti vers les États-Unis. Pas même nord-américain, même aux États-Unis, il a juré et il a dit littéralement, j'abdique à n'importe quelle réalité colombienne et je jure, euh, je jure amitié aux États-Unis comme ennemi commun, même en armes. Et ça va être le président de la Colombie qui représente l'unité nationale et le chef de la force publique et le directeur des relations extérieures. Ça, c'est pas un point meneur. Je sais de plus que le président, bah, l'élément des États-Unis. Donc, la Colombie vient avant tout. Donc, soit euh, ils vont menacer les Américains, soit c'est contre nous. Donc, ça, c'est un panorama des situations difficiles. Qu'il peut faire cela ou pas, ça dépend vraiment beaucoup des aptitudes des cours. Donc, dans les coalitions, on va voir cela, mais cela peut bien se passer. Donc, cela s'ajoute au Sénat, à l'accumulation du Sénat, donc le parti qui est la Salvation nationale, le Centre démocratique qui allait férir la OCA, les changements radicaux, tout cela serait proche du 50%, 45, 42, 45% des sénateurs. Et de là, ils allaient pouvoir sortir des libéraux des Verts pour arriver à la majorité. Donc, ce n'est pas si impossible que ça d'arriver à une coalition. Le Congrès est divisé et fracturé, mais l'opposition forte arriverait du pacte historique qui représente 25 sénateurs, certains autochtones, certains verts, certains libéraux. Il y a de la majorité suffisante. Et cela dépend des cours. Les cours de l'indépendance en Colombie ne sont pas dans les meilleurs moments de prestige, mais il s'agit des cours qui ont de l'indépendance et qui peuvent avoir un contrepoint institutionnel fort. Maintenant, dans le contexte d'hier, par rapport à comment respecter les cours et le fait que les tigres, normalement, ils mordent, bah,
Donc, apparemment, il va être détaché de la religion. Le militaire Mancuso, il allait être loin. Il a gagné la présidence et il va donner l'importance au groupe armé. Donc, Abelardo de la Espriella, il croit, mais je valorise positivement la majorité du contenu du discours comme président. J'espère que il va respecter l'idée de gouverner pour tous les Colombiens, pour la séparation de pouvoir et ne va pas écouter les leaders politiques et la presse. Nous avons pas des minutes. En général, je voulais juste passer la dernière parole pour parler de la thématique centrale. Nous parlons des États-Unis et de la relation avec le nouveau gouvernement. Donc, nous pouvons parler de la politique et nous pouvons parler de sécurité, de ça et de ça, mais est-ce que nous pouvons parler un petit peu de qu'est-ce que devrait se passer et ce que nous pensons qu'il devrait être la politique extérieure qui va avoir les nouveaux présidents avec les États-Unis? Oui, Ken, comme Colombiens, nous pensions et nous espérions que le gouvernement entrant reconnaît le fait que la relation avec les États-Unis n'ont pas eu un soutien bipartidiste pour des décennies. Et ce soutien bipartidiste, apparemment maintenant, est en crise. La vérité est que l'alignation et l'approximation au Parti républicain a marqué une fracture avec le Parti démocrate de l'Amérique du Nord. Et je le dis en étant conscient du fait que c'est bipartidisme de beaucoup de choses. Prochainement, il va y avoir des élections aux États-Unis qui vont marquer un changement dans la composition de ces congrès. Deuxièmement, je pense que ce n'est pas réaliste dans la forme dans laquelle ça a été présenté du candidat élu que les plans Colombie 2.0 va avoir un plan patriote qui a été nommé. Les États-Unis, ils sont dans une autre logique par rapport à ce qui est mentionné comme coopération, comme lutte. Donc, la discussion comme pour n'est même pas pensé à un plan patriote de la Colombie 2.0. Donc, évidemment, l'arrivée de ce gouvernement va signifier un soulagement de la tension politique qui doit être aussi traduit dans un renforcement de la confiance à niveau de l'échange d'informations qui est assez congelé. Donc, dans ce sens-là, je pense qu'il y a eu un meilleur flux d'informations, d'intelligence qui va être partagé entre les États-Unis et la Colombie. Et de l'autre côté, nous avons écouté ce matin le parlementaire Bernie Moreno dire que la Colombie allait automatiquement faire partie des pays qui intègrent la défense des Amériques. Cet annoncement est un annoncement que les Colombiens et les Colombiennes devraient étudier afin de comprendre. Nous avons écouté l'annoncement de la Constitution de la défense des Amériques, mais dans cette idée, la proposition n'est pas pleine de pragmatisme, des plans concrets et d'efforts de coopération précis par rapport à ce que cela signifie. De plus, de l'autre côté, je dis que la Colombie on espère que ça soit militairement loin des efforts de sécurité de l'Amérique latine. Nous parlons déjà d'une militarisation, pas juste dans la participation des militaires dans des opérations de la police et l'encheminement vers la justice. Et nous ne parlons pas non plus des policiers qui veulent
apparaître des militaires dans son exemple. Nous parlons d'une logique ici qui a grandi, qui veut dire que les délinquants, il faut les éliminer et pas les soumettre à la justice. Cette logique militaire, à mon avis, montre que si la Colombie tombe dans cette application de la main forte pour éliminer les délinquants, je pense que cela va empirer les problèmes au lieu de les résoudre. Merci beaucoup, Général, et merci à Marcela, Rodrigo et Alvaro pour ces interventions et aussi James et Claire pour nous montrer et nous mener une situation et une conversation si intéressante. Nous allons faire suivi à cela, bien sûr, une fois que le gouvernement assume les pouvoirs. On espère pouvoir vous voir aussi dans les prochains événements. Bien sûr, merci à nos interprètes pour leur travail aujourd'hui. Et merci à vous tous d'avoir été présents. Les vidéos en espagnol, anglais et français seront prochainement disponibles sur notre website ccacanada.com. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître nos prochains événements. Et aussi ceux du Stimson Center. Et puisque nous sommes en plein Coupe du Monde, la première que le Canada accueille dans sa propre histoire, nous espérons que tout le monde puisse profiter bien des matchs. À très bientôt et merci beaucoup à tout le monde. Merci, au revoir.